Bonjour et bienvenue à cette première vidéo sur la thématique des obstacles à la communication. Donc, pour être en mesure de bien participer à cette vidéo-ci, je vous demanderai dans le fond d'avoir les diapositives de la page 11 et 12 du PowerPoint intitulé As-tu des techniques pour une communication optimale? Ces diapositives se trouvent dans Léa, dans la section Relations d'aide. Je répète, donc vous devez avoir les diapositives 11 et 12. Le thème de cette vidéo est les obstacles de relations d'aide. Cette vidéo durera plus ou moins, dans le fond, 7 minutes. Et il a comme objectif de vous amener, dans le fond, à distinguer les différents obstacles à la relation d'aide pour être en mesure de reconnaître ceux-ci lorsque vous en faites un et d'en déterminer les conséquences à long terme ou à court terme auprès de la relation avec votre patient-famille. Donc, qu'est-ce que sont les obstacles à la communication? Les obstacles à la communication, dans le fond, ce sont des remarques ou des réponses qu'on va donner à notre patient-famille qui vont provoquer une fermeture chez l'interlocuteur ou vont tout simplement, dans le fond, à long terme, briser notre lien de confiance et mener, dans le fond, à une fermeture de celui-ci et à un désinvestissement ou désintérêt de celui-ci à poursuivre la conversation avec nous. Un des premiers obstacles qu'on a déjà discuté en classe est l'utilisation du pourquoi ou du quoi. Je suis rendue à la seconde diapositive. Le pourquoi et le quoi, pourquoi est-il non recommandé ou plutôt dans le fond qu'on ne le propose pas comme méthode de question interrogative, c'est qu'il va davantage mettre le patient sur la défensive. Lorsque quelqu'un va vous demander dans le fond pourquoi tu as fait ci ou pourquoi tu fais ça, ça l'amène dans le fond au patient à se sentir un petit peu testé ou même dans le fond à ce que l'infirmière connaisse déjà la réponse à la question. Ça peut amener du ressentiment, de l'insécurité, de la méfiance. Puis c'est très accusateur, cette ère de reproche-là. Donc, on va beaucoup éviter le pourquoi et on va plutôt le changer pour du qu'est-ce que ou du est-ce que ou du quel est. Vous l'avez déjà commencé, puis vous avez déjà initié un processus de réflexion par rapport à ça. On va maintenant changer de diapositive, puis on va aller à celle-ci où est-ce qu'il présente à l'aide d'un schéma les différents obstacles que vous pouvez rencontrer en relation d'aide. Nous avons déjà effectué ce premier obstacle-ci, qui est le pourquoi et le quoi. Allons maintenant à l'intérieur du cercle regarder, dans le fond, l'obstacle qui se veut de poser trop de questions. Poser trop de questions, ça veut dire que tu vas amener le patient à poser des questions en rafale, soit tu vas poser juste des questions auprès de ton patient. Tu n'auras pas utilisé d'autres techniques de relation d'aide. Tu vas faire seulement de la focalisation de compréhension qui va mettre, dans le fond, le patient à avoir un sentiment que tu fais une interrogation ou que tu es plutôt dans un mode, dans le fond, Colombo que dans un mode de compréhension. Ça revêt aussi à l'emploi de questions qui se veulent trop personnelles, indiscrètes, envahissantes, inutiles, qui vont dans le fond juste permettre à satisfaire notre curiosité, mais en bout de ligne, pas nécessairement répondre aux besoins de compréhension du problème. Par exemple, il faut toujours se demander si la question qu'on va poser va permettre de mieux comprendre le problème ou, dans le fond, c'est juste qu'on va l'utiliser pour pouvoir faire de la communication pédagogique, non de la communication aidante. Prenez l'exemple de notre patiente, dans le fond, qui avait eu, lors de notre première simulation, prenez l'exemple de notre patiente pour laquelle on a vécu la situation qu'elle avait des relations sexuelles non protégées pour pouvoir payer ses études. Est-ce que le fait, dans le fond, d'avoir davantage d'informations changeait quelque chose sur l'exploration sur ses émotions? C'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on doit toujours poser, dans le fond, toutes les questions ou on doit apprendre à prendre un certain recul pour pouvoir, dans le fond, au moins aller s'assurer qu'on répond aux besoins émotionnels de nos patients et des familles? L'autre, dans le fond, en retournant à notre schéma, on pourrait regarder le jugement ou la moralisation.
Le jugement ou la moralisation, c'est dans le fond, c'est quand on dit j'imagine, je pense, dans lequel on accorde plus une supériorité ou une subordination. Souvent, c'est dans lequel on va tenter de persuader ou dans le fond qu'on va tenter de convaincre notre patient. Il ne faut pas oublier que nous, comme infirmières, on ne détient pas toute la vérité puis que chaque comportement humain obéit à une certaine logique qui lui est propre. Donc, c'est pas parce que nous, on pense d'une certaine façon que c'est la façon de voir et la façon de faire de tous. Je vous donne un exemple. Quand vous allez donner, par exemple, une infirmière qui dirait arrête de faire le bébé, sinon maman ne sera pas contente quand on parle d'un patient en pédiatrie. C'est donc une façon de juger celui-ci, de moraliser son comportement. Ou la patience est une vertu, vous devriez apprendre à la développer. Vous jugez donc votre patient, vous tentez de modifier ses comportements. Il faut faire attention avec ça parce que souvent on peut tomber dans des commentaires très péjoratifs. Je vous avais sûrement déjà entendu aussi, si vous continuez avec cette attitude-là, il est clair que vous n'aurez pas un bon service. Ça répond un peu dans le jugement et dans la moralisation. On ne tente pas de comprendre notre patient avec ce type de phrase. Par la suite, il y a la fausse réassurance. La fausse réassurance, c'est beaucoup par l'utilisation de « je comprends, soyez pas inquiets, je vais revenir, vous en faites pas, ça va bien aller ». C'est tout à fait différent d'une technique qui se veut d'offrir de l'espoir. Lorsqu'on va fournir de la fausse réassurance, c'est qu'on va tout simplement tenter, dans le fond, de fournir, avec une bonne intention au départ, là, d'essayer de rassurer notre patient, mais ça ne convient pas. C'est un faux réconfort qui tend plutôt à faire dévier la conversation puis même à minimiser l'expérience du patient. Ça peut même le décourager à exprimer ses sentiments. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ne soyez pas stressés, ça va bien aller, ou je comprends, ne sont pas des propos qu'on doit utiliser. Il faut faire attention avec le « je comprends » parce que le « comprend » peut être, dans le fond, utilisé d'une autre façon. Lorsqu'on va lui amener un contexte, pourrait quand même être certainement utile. Nous en parlerons en classe. Faites attention lorsque vous dites juste « je comprends », je pense qu'on n'est pas... un patient pourrait vous répondre « je pense que tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que je vis parce que tu ne l'as jamais vécu ». Ça peut vous arriver. Donc, je vous dirais qu'il faut savoir bien l'utiliser et surtout le moduler de façon adéquate. Un autre obstacle que vous pourrez rencontrer se nomme la question-solution immédiate. Ce sont donc, dans le fond, les moments pour lesquels vous allez, comme infirmière, essayer de tenter de trouver des solutions pour aider la personne. Tant qu'on trouve une solution, on dit « yeah, mission accomplie », puis enfin, on a trouvé quelque chose qui va pouvoir l'aider. La première chose que vous devez vous poser, c'est lui, y a-t-il l'intention de faire cette solution-là? C'est quelque chose qui lui convient? Puis, ça répond peut-être juste simplement à votre besoin à vous de trouver une solution. Il n'y a pas toutes les situations qui vont avoir des solutions. Pensez à Mme Freshka. Pensez à une situation de deuil, une situation de déstress, toutes les situations dans lesquelles le patient peut se retrouver en choc. Pensez par exemple à un patient qui vient de se faire annoncer qu'il a un cancer. Je ne suis pas sûre qu'il y a une solution à ça. Un autre obstacle que vous pourrez rencontrer, c'est le manque d'écoute ou le changement de sujet. C'est facile, le changement de sujet, c'est que le patient va vous exprimer une émotion, puis vous détourner par une autre question de focalisation, de compréhension, puis vous n'avez vraiment pas écouté les propos du patient. Dans le fond, c'est que tu tiendras pas compte de ses idées, puis tu tiendras pas compte de qu'est-ce qu'il parle. Changer de sujet, ça peut être par exemple, parlons donc de choses plus agréables en ce moment que parler de qu'est-ce qui vous arrive. Donc, tu vas vraiment éviter de parler du sujet, puis tu vas plutôt tomber dans de la superficialité. Tu vas donc fuir la situation, tu vas dévier celle-ci. Un autre obstacle peut être de conseiller ou donner des ordres. C'est le « vous devriez faire ça, vous devriez faire ça ». C'est imposer ta façon de faire, ta façon de voir. C'est ta façon, dans le fond, que toi, tu le ferais. Tu penses que ça va être la meilleure façon pour le patient. Je te donne un exemple. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de manger du sucre si vous voulez votre glycémie vous baisse. Moi, à votre place, là, je ferais ça. Pourquoi vous ne feriez pas ça à partir de maintenant?
Si j'étais à votre place, si je devais placer moi, si j'étais vous, je placerais votre mère dans un centre d'accueil. Donc, c'est vraiment en fonction surtout même de tes propres valeurs ou tes façons de voir les choses. Ensuite, un des derniers obstacles qu'on peut avoir, c'est la banalisation des émotions. La banalisation des émotions, c'est lorsque tu vas plutôt dire, ben c'est normal, calmez-vous, les choses vont se placer, vous êtes peut-être un petit peu trop émotive en ce moment, tout le monde passe par là, il faut faire tout à fait attention à ça. La banalisation des émotions va, dans le fond, faire qu'on ne reconnaît pas l'émotion que le patient veut vivre. Peut-être que pour toi, il n'y a pas de raison d'être aussi triste, parce que dans la fonction de tes valeurs et ta façon que tu vois les choses, oui, mais lui, il y a une façon de voir les choses qu'il faut tenir en compte. Il y a d'autres obstacles à la relation d'aide qui ne sont pas, par exemple, dans la diapositive. Il pourrait y avoir, par exemple, la psychanalyse. Tu sais, dans le fond, les gens qui vont se penser pour un psychologue, là, qui vont mettre de très, très, très grandes phrases, mais pour lesquelles ils n'ont aucune donnée, puis qui n'ont pas d'études là-dedans. Donc, c'est ceux-là qui vont dire que votre peur est seulement reliée à vos expériences antérieures traumatisantes que vous avez vécues dans votre passé. On n'a pas cette formation-là, on n'a pas ça, donc on ne doit pas aller vers ça. Il y a aussi les gens qui vont, dans le fond, complimenter ou qui vont approuver tous les comportements. C'est pas la même chose que différencier ou souligner les forces d'un patient. Quand je parle de complimenter, je parle dans le fond, par exemple, quand vous êtes gentil, là, comme vous, là, il n'y a jamais de problème. Vous êtes tellement un bon patient. Tu vas donc l'utiliser de façon désinfolte, tu vas l'utiliser de façon obséquieuse, puis c'est pas relevé sur des faits, puis c'est juste le fait pour te mettre ton patient dans ta poche. Ça l'amène pas grand-chose, puis surtout ça entraîne peut-être beaucoup de conflits à l'intérieur de l'équipe. Ensuite, il peut y avoir aussi un autre obstacle à la communication que vous n'avez pas inscrit. C'est celle-là que vous allez être la mère Teresa. Vous allez devenir, dans le fond, l'infirmière salvatrice qui va vouloir aider tout le monde, toutes les choses, puis qui va détourner, dans le fond, la communication à son profit. Ça veut dire que dans le fond, vous allez utiliser la révélation de soi pour, dans le fond, que les choses soient à votre profit, soit, dans le fond, le patient va devenir que c'est lui qui va vous aider et ce n'est pas vous qui va l'aider. Ça résume en somme les principaux obstacles à la communication. Et c'est important de les connaître, c'est important de les reconnaître pour pouvoir être en mesure de voir quels sont, nous, nos patterns en communication de relation d'aide, puis de se dire, ben, comment je pourrais changer les choses à partir de maintenant. Vous allez retrouver dans la diapositive suivante, dans le fond, des phrases qui peuvent être intéressantes à éviter dans certains contextes, mais surtout qu'est-ce que le patient pourrait comprendre de ces phrases-là. J'aimerais ça que vous preniez, dans le fond, un temps de bien regarder ceux-ci parce qu'on ne perçoit peut-être pas toujours les paroles, l'impact de nos paroles. Vous vous rappelez, quand on a vu dans le premier cours de la communication que ce qui est dit a un impact, même si on tente de le désamorcer, il faut donc toujours avoir en tête que qu'est-ce qu'on va dire peut avoir soit un impact positif ou un impact négatif. Je vous donne un exemple. Dans le premier, lorsque vous dites « on a dû vous dire », on a dû vous dire que c'était important d'arrêter de fumer. On a dû vous dire que c'était important de prendre du temps pour vous comme aidant naturel. Lorsqu'on dit « on a dû vous dire », on dit « ben c'est pas de notre faute si vous vous souvenez pas de ce qu'on vous a dit puis vous n'étiez pas attentif à ce moment-là ». Donc, le patient ne le verra pas comme un soutien, il va le voir plutôt, dans le fond, comme un moment négatif, puis quelque chose qui va faire qu'on ne tient pas compte de ses limites. Donc, prenez le temps de vraiment relire ce tableau-là et de voir si vous avez des patterns de communication qui sont en lien avec ceux-ci. Donc, je vous invite, suite à cette vidéo-là qui a duré plus longtemps que prévu, vous m'excuserez, je vous invite à aller compléter l'exercice des obstacles à la communication que je vous ai remis dans le cours, qui est la présentation de situations cliniques pour laquelle vous devez déterminer les obstacles et changer ceux-ci. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée. Bye bye.